Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Plon, chroniqueur, libre penseur, bienvenue à cette entrevue très spéciale dans laquelle on va parler finances et économie. Et j'ai comme invité un spécialiste de la question, un conseiller en sécurité financière, conseiller en placement. Bref, on va rajouter d'autres choses. Je vais faire ce cours. On va vous présenter Charles-Alexandre Trudeau. Est-ce que tu es on mute, Charles-Alexandre? Ça va bien? Oui, ça va bien toi? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Les gens, je pense qu'ils sont dus pour entendre un spécialiste en finance, économie, nous parler d'où on vient, où on est et où on s'en va. J'ai plein de questions pour toi. Je vais te laisser aussi développer tes sujets d'expertise à ta convenance. Écoute, première des choses, toi, en fait, c'est bien ça, conseiller en sécurité financière, conseiller en placement. Aussi conseiller en stratégie alternative, parce que ça, c'est quand même important parce que de nos jours, on entend souvent parler des actions, des obligations, qui sont des investissements classiques, on va se le dire, mais il existe aussi d'autres choses qui nous permettent de faire de l'argent dans les marchés, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et ça, c'est très peu connu. Souvent, les gens pensent que le marché descend, automatiquement, tout le monde perd de l'argent. Ce n'est pas tout à fait le cas. Fait que ça, c'est des stratégies que je peux aider les gens aussi à découvrir. On va pouvoir peut-être en parler aujourd'hui durant notre conversation. Tu fais affaire, dans le fond, avec des entreprises, monsieur, madame, tout le monde. Comment ça Oui, marche? exactement. Dans le fond, nous, on a un cabinet. Bien sûr, je ne suis pas toute seule. On est courtier, donc on a un cabinet de courtage. On a accès à la plupart des institutions canadiennes, privées ou publiques. Et dans notre cabinet, ben, on sert les particuliers et les entreprises qui ont un pignon sur rue, soit au Québec, soit en Alberta, parce que j'ai deux licences dans différentes provinces. Notre cabinet aussi a des licences un peu partout en Amérique du Nord. Donc, dépendant de la situation de la personne, c'est du cas par cas, on pourra les aider pour nous contacter. Là, ça va nous faire plaisir. Première des choses, évidemment, j'imagine que c'est. Tu garantis rien de ce que tu vas dire, là. Moi, je garantis Bien rien en tout sûr. cas, là. Mais je veux t'entendre de ce que tu penses, toujours avec réserve. Mais le premier dossier qui me préoccupe, c'est les taux d'intérêt. Oui, Est-ce qu'ils vont arrêter au nom de la sacro-sainte inflation à 2%? Est-ce qu'ils vont s'arrêter de monter les taux? Moi, personnellement, ça me répugne, ça me révolte. L'inflation est à 3, on s'en fout-tu? Laissez-la à 3, ben à 3,2, arrêtez de monter les taux, là. oui. Toi, comment tu vois ça? Est-ce que c'est de la bouillie pour les chats? Est-ce que ce sont des fins stratèges? Est-ce que c'est habile? Est-ce qu'il y a anguille sur roche? Je veux t'entendre là-dessus, sur le Parfait. comportement de la Banque du Canada et les banques à charte, évidemment, qui Oui, suivent. oui, oui. Ben, effectivement, si on parle du Canada, c'est très différent parce que des fois, les gens écoutent les nouvelles puis ils se mélangent entre les États-Unis et le Canada. C'est deux bébites complètement différentes. La Fed, qui est l'équivalent un peu de la Banque centrale du Canada, a deux mandats. C'est contrôler l'inflation et le taux de chômage. Donc, c'est deux mandats un peu comme, il faut qu'ils tirent d'un bord, il faut que ça tire de l'autre. Au Canada, c'est juste de contrôler l'inflation. Donc, c'est sûr qu'eux, quand ils regardent l'inflation, ils vont vous parler de toutes sortes de chiffres statistiques dans les nouvelles pour justifier qu'ils montent, qu'ils baissent ou qu'ils font rien. Là, le dernier meeting qui a eu lieu il y a quelques jours, ils ont décidé de rien faire, mais le gouverneur de la Banque du Canada a dit on devrait les monter encore si on veut aller dans la bonne direction. Parce qu'en ce moment, c'est sûr qu'il y a des chiffres qui nous montrent que ça va dans une bonne direction, d'autres chiffres qui nous montrent que ça va dans une mauvaise direction. Un peu comme on parlait tantôt hors d'onde, les autres vont se baser surtout sur le taux de chômage, la création d'emplois. Là, on a vu la création d'emplois, ça semble être positif. Mais quand on décortique un peu sous le capot, c'est quoi qui s'est passé? Bien, ces chiffres-là, il y a 15 000 emplois qui viennent de la fonction publique. C'est du monde qui travaille pour le gouvernement. Il y a à peu près 30 000 personnes qui, eux, se sont déclarés travailleurs autonomes. Donc, il y avait peut-être des jobs à 100, 200 000. Maintenant, ils se sont dit, je me suis incorporé et je vais devenir consultant pour la même boîte qui m'avait engagé. Puis si je réussis à faire 40 000 par année, je vais être chanceux. Ce n'est pas ce qu'on appelle des jobs wow. Donc, les chiffres, il faut regarder des fois en dessous, décortiquer ça, comprendre comment ça fonctionne. Pour revenir à ta question, les gens qui s'inquiètent des taux d'intérêt, c'est sûr que techniquement, si on reste dans cette condition économique-là, il faudrait que la Banque du Canada augmente les taux.
Là, la bonne nouvelle, c'est qu'ils font ça quelques fois par année. La prochaine date, ça va être vers la fin de l'année, au début décembre. Fait que ça ne va pas bouger d'ici là. Par contre, si ça l'a bougé, ça va peut-être bouger de 0,25. Au Canada, disons que les attentes sont plutôt pessimistes au niveau d'augmenter les taux. Il y a beaucoup d'économistes, d'experts qui pensent que ça va rester flat. Aux États-Unis, c'est différent. Il y a une grande majorité de gens qui pensent qu'au prochain meeting, il va y avoir une augmentation de 0,25 et ça va avoir un impact indirect un petit peu sur nous. Donc, moi, personnellement, mon opinion, c'est que la Banque du Canada a donné un break en ce moment, mais si l'économie continue d'être forte, les gens continuent de dépenser, il va devoir monter encore les taux, peut-être d'un 0,25 encore. Quand je dis 0,25, 0,25 un quart Mais de il y a une pourcent. rareté de main-d'œuvre, là. Mhm. Donc, ça fait des pressions à la hausse pour l'inflation. Exact. Et puis, c'est parce que les gens, je sais que tu n'es pas spécialiste hypothécaire, mais on va effleurer le sujet, parce que les Mhm. gens vont se demander, bon, l'hypothèque arrive à terme, je prends-tu du fixe? Le fixe, là, 1 an, c'est en haut de 7 tu sais, puis Oui. faut que tu dans le 5 ans pour payer peut-être un peu en bas de 6. Mhm. Donc, les gens, ils peuvent être tentés de prendre du variable. J'en entends qui me disent, qui se sont fait dire, prendre du variable, ça va descendre. Euh, Mon point de vue c'est quoi là-dessus, ta c'est que position là-dessus? ouais, mon point de vue là-dessus, c'est que ça dépend vraiment du budget de chaque personne qui nous écoute. Fait que si vous avez beaucoup de liquidités ou vous avez un budget qui a beaucoup d'espace, vous n'êtes pas serré à la fin du mois, vous pouvez vous permettre des hausses encore, mettons, pendant 6 mois dans votre budget au niveau de votre hypothèque. Allez-y en variable, parce que c'est sûr que cette situation-là ne pourra pas continuer pendant 5 ans, à mon avis. Donc, c'est temporaire, peut-être encore quelques mois ou 1 an avant que la Banque du Canada décide de rebaisser les taux. Pas rebaisser comme on a connu il y a 5 ans à 1,5 peut-être rebaisser autour de 3,5-4 à mon avis. Mais quand même, ça va être moins qu'en ce moment. Par contre, Moi, si leur vous êtes. objectif, c'est de mettre tout le monde dans la rue. Là. Tu sais, mais ça, j'imagine la thèse du complot, tu n'en vas pas là-dedans. Toi, Non, tu n'as pas le droit de penser à ça. Puis non. c'est un peu cowboy de conseiller les gens avec cette hypothèse-là. Ben, c'est ça. Mon but, c'est d'éviter que les gens se mettent à la rue. Et éviter de se mettre à la rue, c'est deux choses, c'est d'éviter les extrêmes. C'est-à-dire éviter de dépenser comme un malade en se disant la fin du monde arrive, je vais mourir l'année prochaine, aussi bien que tout dépenser, c'est sûr que vous allez finir pauvre. Ou de dire je fais rien, je vends tout, je me sens dessus de mon lit, puis j'attends, vous allez devenir pauvre aussi. Parce que l'argent perd de la valeur avec le temps, justement à cause du principe d'inflation que tu as expliqué. Donc, dans les deux extrêmes, on ne va pas s'en sortir. Mais le but, c'est d'essayer de voir ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer aux scénarios les plus extrêmes? Il y a des façons de se préparer. Et de cette façon-là, on risque d'avoir moins d'impact que les gens qui sont dans les pôles, comme on vient de dire. Mais pour revenir à ta question au niveau de qu'est-ce qu'on fait avec notre taux, si on est à un renouvellement en ce moment, personnellement, là, moi, je pense que variable, c'est une option intéressante. Si tu as Fixe, du lousse. Si tu as tu du as du lousse, lousse, ouais. si tu as du lousse. Mais sinon, encore plus intéressant, c'est de casser la fameuse méthode traditionnelle de dire on renouvelle tout dans un bloc dans 1 an, 3 ans ou 5 ans, ce que la plupart des gens ont en ce moment avec les banques traditionnelles. Il existe des alternatives. Il existe des solutions en ce moment hypothécaires, mais je ne suis pas un courtier hypothécaire, je peux quand même vous en parler, je sais que ça existe, qu'on peut prendre plusieurs types de taux dans un même hypothèque. Fait que là, imaginez quelqu'un qui a 500 000 à renouveler. Lui, là, il commence à stresser parce que dans 1 an, il faut qu'il renouvelle 500 000. Mais si on y aurait mis 1 an pour 150 000, un 200 000 dans 3 ans, puis la balance dans 5 ans, là, dans 1 an, il y a juste 150 000 à renouveler. Fait que même si ça augmenterait un peu, ça vient moins serré à la gorge que de renouveler tout le bloc d'hypothèque. Fait que ça, c'est premièrement une solution super intéressante que les gens peuvent faire, de fractionner la valeur de ce qu'ils doivent en différents types de taux. Donc, on échelonne la dette sur différents renouvellements pour ne pas renouveler tout en même temps. On ne met pas tous nos œufs dans le même panier, puis ça fait en sorte que si les taux montent ou baissent, ben, on va avoir juste des petits morceaux comme ça à renouveler, beaucoup moins de pression et d'inquiétude financière. Donc, c'est un principe un peu multitaux, hein, où on pourrait Exact. prendre aussi du fixe et du variable. On pourrait peut-être Absolument. mêler un peu tout ça. Absolument. OK. Ou tu sais, par exemple, Maintenant, les gens qui veulent. Oui, vas-y. Oui. Non, vas-y, je m'en allais parler de la bourse, mais on va clore le dossier de l'hypothèque. Ouais, ben, j'allais juste dire, s'il y a des gens qui ont de la liquidité en ce moment disponible, puis que ça dort dans votre compte de banque, puis que vous avez un taux variable à 7 ça ne sert à rien d'aller placer d'un CPG à 5 si vous avez une hypothèque variable à 7. Prenez cet argent-là, mettez ça sur votre hypothèque. Tout ce que vous pouvez rembourser sans pénalité, faites-le et mettez plutôt en place une marge de crédit hypothécaire. Comme ça, si vous avez besoin de l'argent, vous la prenez sans marge,
Puis l'argent qui est dans votre compte, vous la mettez sans marge. Au lieu de faire l'inverse, dire j'ai de l'argent dans mon compte de banque, mais pendant ce temps-là, je fais 0 puis je paye 7 ça ne fait pas de sens. Et si vous avez de l'argent accessible, tu me corrigeras, dans vos REER, ben là, regardez l'impact fiscal d'encaisser les Absolument. REER. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que ça couvre vos Mm. allocations? Est-ce qu'il n'y a plus d'enfants? Est-ce que votre taux marginal d'impôt n'est pas Mm. haut? Ça peut être tentant aussi de fouiller un peu là-dedans. C'est très Euh, rare qu'on va avoir une situation où le décaissement de REER va être intéressant pour rembourser une hypothèque. Là, en CELI, c'est différent parce qu'il n'y a pas de taxes à payer. Mais dans un REER, si vous êtes encore à l'emploi ou même à la retraite, vous avez des revenus de retraite, vous allez décaisser des REER. J'ai déjà vu ça dans une situation récente. La personne avait décaissé toutes ses REER. Bien là, 100 000 de REER, c'est 100 000 de revenus cette année que vous ajoutez à tout ce que vous faites comme revenu. Vous allez perdre des subventions gouvernementales de votre retraite parce que vous allez passer d'une autre braquette. Vous allez payer 45 d'impôts. Vous allez avoir des retenues à la source. Puis en plus, vous allez probablement avoir des pertes ou des gains dans vos Crédits placements par d'impôt qui rapport à ça. disparaissent, qui diminuent, des crédits en raison de l'âge, des crédits Exact. pour retraite, toutes sortes de trucs dans le rapport Donc, la d'impôt. dernière solution à mettre dans votre liste, c'est probablement de décaisser vos REER. Ne paniquez pas. Consultez vos comptables, fiscalistes ou ben non, conseillers financiers avant de faire ça parce que c'est rarement la meilleure idée. À moins de ne pas avoir de revenus ou bien, tu sais, c'est ça, tu sais, peu Si importe, vous décaissez 15 000, vous faites zéro, vous décaissez 15 000, vous ne payez pas d'impôts, OK, peut-être. Mais habituellement, si vous ne faites pas de revenus, puis vous faites juste 15 000 par année, vous n'avez probablement pas d'hypothèque. non, ben, je parle de quelqu'un, mettons, qui arrive à 60 ans, le Oui. conjoint travaille. Tu sais, il peut y avoir certains cas Ou à certains cas, pour des exceptionnels petits où oups, montants. la personne a fini de travailler à fin décembre et puis Ouais. elle planifie pas avoir de. Bref, Il y a des situations que oui, c'est du cas ouais, par c'est cas. ça. Ouais. Consulter un fiscaliste ou un Mhm. comptable qui sait où il s'en va. Exact. Euh, le marché boursier. Écoute, Mhm. euh, il est quand même assez surprenant. Tu sais, il y en a beaucoup qui disaient ah, ça va planter, puis ça plante toujours pas. Moi, je suis un peu surpris. Moi, j'ai pas dit peut-être au début de la pandémie, là, mais là, je vois bien, je sais que c'est manipulé, aussi qu'il y a des gros joueurs là-dedans. Oui, absolument. Et puis, c'est un peu eux autres. J'en parlais avec Carl Fleury cette semaine, un gars qui investit beaucoup à la bourse, puis Mhm. il a de l'expérience, puis il disait qu'il fallait être plugué. Ça aurait été le fun de t'avoir dans la conversation. Mais euh, est-ce que tu penses que l'indice, la bourse américaine, la bourse canadienne sont destinées à avoir des belles années là, en 2000, fin 2023-2024? Écoute, c'est sûr qu'à court terme, on ne peut pas nier que, comme tu l'as dit, que la bourse a des bons rendements. Le S&P 500 est rendu proche de 20 up, le Nasdaq, ça a plus de 30 up. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un très bon rendement cette année. Encore une fois, moi, ce que je dis tout le temps aux gens, c'est arrêtez d'essayer d'avoir une boule de cristal et de prédire l'avenir. Personne n'est capable de faire ça. La seule chose que vous contrôlez, ce n'est pas le rendement de la bourse dans 6 mois, c'est le risque que vous prenez en ce moment à investir. Peu importe la façon que vous investissez, vous pouvez contrôler votre risque. Donc, n'essayez pas de prédire comment les marchés vont être dans 6 mois. Personne n'est capable de le faire. Par contre, est-ce qu'il peut y avoir une correction du marché? Oui. Pour quelles raisons? Est-ce que c'est probable ou possible? Donc, dans ce cas-là, je dirais que les marchés en ce moment sont soutenus principalement en Amérique du Nord par la consommation des ménages. Donc, ça veut dire que les gens, ils dépensent. C'est pour ça que les compagnies font de l'argent. Et contrairement à la plupart des gens, les gens vont peut-être penser qu'avec tout ce qui s'est passé, les compagnies souffrent beaucoup. Non, parce qu'ils vous refilent la facture. Fait que c'est le consommateur qui paye l'inflation. Mais au final, à l'épicerie, là, les compagnies d'épicerie qui sont cotées en bourse, là, ils vont-tu baisser? Ben non, le monde va continuer d'aller acheter ce qu'ils ont besoin d'acheter. La facture, l'inflation va être refilée aux consommateurs, puis même avec une bonification de profit. Donc, ces compagnies-là vont faire plus d'argent encore. Il y a Mais des le compagnies. consommateur, est-ce qu'il est discipliné ou il va manquer de souffle à un moment donné? Parce que si ton hypothèque arrive à Oui, terme dans 6 mois, un an, oui, et tu t'endettes, tu roules, oui, tu réussis à arriver de justesse, oui. c'est pas tous des fins stratèges financiers, là, Joe Public. Non, effectivement, puis la majorité des gens n'ont pas de conseiller financier ou si votre conseiller financier, c'est la caissière au comptoir, c'est pas ce qu'on appelle un conseiller financier, mais si vous avez quelqu'un dans votre vie qui vous encadre, qui vous coach, normalement, vous n'allez pas faire de mauvaises choix, mais c'est vrai que la majorité des gens en ce moment sont plus en mode je dépense comme si de rien n'était, j'ai une bonne job, je viens d'avoir une augmentation de 5 tout va bien.
Mais effectivement, quand il arrive une récession, c'est quoi? C'est que les gens perdent des jobs, parce que les compagnies ferment leurs portes, et là, la roue commence à s'enclencher dans l'autre sens, dans le sens que ça va mal. Mais là, en ce moment, ce n'est pas ce qu'on voit. Tant qu'il n'y aura pas de coupure massive d'emplois, oui, il y en a qui vont me dire, il y a quelques entreprises qui ont fait des coupures, mais ce n'est pas quelque chose qui est massif. On est vraiment dans un contexte particulier ces temps-ci, contrairement aux autres récessions d'avant. On avait un taux d'intérêt qui montait, puis on avait des jobs qui descendaient. Fait que là, à un moment donné, boum, la récession pète, puis on reset ça, puis on repart pour un autre 5-10 ans de croissance. C'est normalement ça, les cycles qu'on a vus dans les 50, 60 dernières années. Mais là, c'est différent. Comme tu as dit tantôt, il manque d'employés. Fait que là, tout le monde travaille. Les employeurs n'ont pas le choix de donner des augmentations. Les augmentations viennent cristalliser l'inflation, parce que c'est sûr que si vous augmentez votre salaire, au bout de la ligne, qui va payer pour ça? La compagnie va charger plus cher, puis elle va vous revendre les affaires, les biens ou les services qu'elle fabrique plus cher pour payer vos augmentations. Fait que là, dans le fond, si toutes les compagnies font ça, ben, l'inflation qu'on vient d'avoir, elle ne va pas diminuer, elle va rester là. Donc, le nouveau style, le nouveau prix de la vie qu'on a en ce moment sur l'essence, les maisons, les biens de consommation, ça va rester là. Mais moi, je pense qu'une des opportunités que les gens ont en ce moment, que beaucoup de gens ne comprennent peut-être pas, puis c'est important qu'on en parle, c'est les obligations. Parce que les actions, c'est une chose, mais le marché des actions est beaucoup plus petit que le marché des obligations. C'est quoi une obligation? C'est quand vous prêtez de l'argent, exemple, à une compagnie, ça peut être une municipalité, un gouvernement de différents paliers, c'est des obligations. Donc, ils ont l'obligation de vous rembourser à une date fixe avec un coût d'intérêt qui est fixé à l'avance. C'est un peu comme un CPG, ça pourrait peut-être se comparer à quelqu'un qui a une idée de comment fonctionne un CPG. Mais le CPG, vous ne pouvez pas y toucher n'importe quand. Juste à la fin, vous recevez votre argent, puis c'est tout. Une obligation, il y a un coût, exemple, à la base, vous l'achetez 100 en 2020, puis ça vous dit qu'il vous donne 5 par année jusqu'en 2025. Ça veut dire qu'en 2025, il va vous redonner votre 100 puis il va vous donner 25 d'intérêt. C'est facile, on le sait d'avance. Quand les taux d'intérêt, comme on le voit en ce moment, augmentent, le coût d'une obligation diminue. Fait que là, le prix que la personne a payé 100 Ah pour bon, la même ouais. obligation qui donne 5 par année, va peut-être s'échanger à 90 Donc, moi, je vais l'acheter 90 mais là, maintenant, en 2025, c'est plus 25 je vais faire, c'est 25 d'intérêt plus 10 de gain capital. J'ai payé moins cher, je vais recevoir 100 Et depuis que les taux d'intérêt ont monté comme ça depuis 2 ans, le coût des obligations a chuté. C'est pour ça que les gens qui ont des portefeuilles très conservateurs ne font pas d'argent depuis 2 ans parce que le coût des L'obligataire obligations a diminue. été vraiment misérable, je pense, en 2021, Oui, 2022, avec oui. la hausse des taux, là. Exact, exact. En Fait que les gens 2022, entre autres. C'est ça. Fait que les gens qui ont des obligations, des portefeuilles équilibrés qu'on appelle, là, qui se vendent depuis longtemps, 60-40, 60 actions, 40 obligations, c'est sûr que la portion obligation attire de la patte un peu. Sauf que dans l'histoire, ça ne s'est jamais vu 3 ans en ligne de taux négatifs dans les obligations. Ça va être une première fois dans l'histoire si on finit l'année avec des taux au Canada égales ou supérieurs, qu'on va avoir une troisième année négative pour les obligations. Donc, c'est sûr que mathématiquement parlant, statistiquement parlant, les obligations en ce moment, c'est un bon pari. Pourquoi? Parce que c'est plus probable dans les 6 à 12 prochains mois que la Banque du Canada baisse ses taux qu'elle les augmente, ou si elle les augmente, ça ne sera pas longtemps, pour elle va les redescendre. Et quand les taux vont descendre, le coût des obligations, en fait, la prise de valeur des obligations va augmenter. Donc, automatiquement, les gens ont encore une opportunité d'acheter quelque chose qui est prévisible, qui est facilement liquide, c'est-à-dire que si vous ne le voulez plus, vous le vendez, ça se vend facilement. Ce n'est pas comme un CPG où vous êtes coincé avec des menottes. Et le taux de rendement interne de la plupart des obligations de qualité sur la prochaine année, ça veut dire que ça ne va pas vous payer immédiatement, mais sur la prochaine année, puis ça se calcule à l'avance, est de 6,5 à 7,5 dans les produits que moi j'utilise. Donc, c'est supérieur en termes de rendement à un Des produits CPG. quoi? Des corporations ou C'est des fonds obligataires, comme par exemple des grosses compagnies comme Fidélité Investissement, une compagnie d'investissement privé qui existe au Canada depuis plus de 50 ans, offre un fonds de placement dans lequel il y a des obligations. Il y a un gestionnaire qui choisit les meilleures obligations dans le marché au niveau mondial. Il va faire un portefeuille avec ça. Puis les gens qui possèdent ce portefeuille-là vont lui payer un frais de gestion, exemple de 1,5-2 puis ils vont faire le rendement qui est en moyenne 5-6 historiquement. Là. Mais dans les prochaines années, si on a une récession, ce type de placement-là devrait aller dans les deux chiffres, peut-être plus que 10 de rendement pour un fonds qui est relativement défensif, conservateur. Si on s'en va dans des taux d'intérêt qui baissent parce qu'on rentre en récession, ça va aussi prendre la valeur. Puis si jamais on reste dans la même situation qu'actuellement, on a un rendement qui est prévisible, déjà prévu 6,5-7,5 sur la durée. Donc, c'est quand même encore intéressant. Donc, ça, c'est là, on une va vous option parler que les de. gens ne savent pas. Là. Là, il y a des obligations, je pense, des courts, longs, moyens, termes. Là, Exact, il y a exact. toutes sortes de Il y panoplies a toutes sortes d'affaires, d'options, ouais. là.
C'est pour ça que si vous ne voulez pas vous casser la tête à les acheter individuellement, vous n'avez pas nécessairement les ressources, parce que pour certains types d'obligations, comme par exemple, je vais donner un exemple, il y a quelques années, le Portugal avait mis une obligation sur le marché à, je pense, c'était 6 ou 7 par année jusqu'en 2035, une affaire de fou, là. Mais pour acheter ça, il faut que tu achètes des blocs de 100 millions. Fait que c'est pas moi et toi qui va acheter une personne qui nous écoute va acheter une obligation du Portugal à ce moment-là. Par contre, tu peux t'exposer à cette obligation-là à travers un fonds de placement qui, lui, gère des milliards. Donc, lui, il n'y a pas de problème. Il va en acheter 2, 3 blocs de 100 millions, puis il va mettre ça dans son portefeuille. Donc, ça, c'est des façons de s'exposer à des stratégies d'investissement intelligentes, prévisibles, sans prendre trop de risques, puis en se disant, le pire des scénarios va quand même vous avantager. Il y a une récession, les taux d'intérêt vont baisser. Les taux d'intérêt baissent, c'est bon, votre portefeuille obligataire. Les taux restent comme ça, on a 6,5 à 7,5, c'est mieux que les CPG. Puis si jamais les taux montent, c'est le seul scénario négatif, mais ça serait peu probable que les taux montent encore du double dans le S'ils scénario continuent où de on est au monter, Canada. à un moment donné, ça va vraiment être tout le monde dans la rue, ça va être la révolte. Là. Exact. Ils pourront pas, C'est là, on le ça. sait, là, C'est ça. OK. Et puis, écoute, si on regarde au point de vue des secteurs, les différents secteurs qui risquent d'être hot, je regardais tantôt, j'aime ça des fois jeter un œil là, sur certains titres. Je regardais Pfizer qui est rendu à 34 piastres. J'avais un sourire en Tant mieux coin. pour eux. C'est peut-être pas bien hot, le pharmaceutique, là, mais on va parler d'autre chose que le pharmaceutique. Oui. C'est quoi des secteurs là, qui peuvent être intéressants là, à la bourse? As-tu suivi ça de Ben, proche? oui, encore une fois, le secteur intéressant, ce n'est pas nécessairement celui qui monte. Ça peut être aussi celui qu'on sait qui va baisser, parce qu'il y a des façons, comme j'expliquais, de s'exposer à des produits financiers qui nous permettent de faire de l'argent quand un secteur descend. Donc, moi, un des secteurs que j'aime beaucoup, c'est l'immobilier commercial. L'immobilier commercial, c'est une catastrophe. Donc, pourquoi? Bien, parce que depuis la pandémie, il y a eu toutes sortes de compagnies qui ont dit, bon, ben là, vous allez travailler au bureau. Il y a des gens qui ont dit, hey, c'est le fun, ça, moi, je ne veux plus retourner travailler dans le bureau. Fait qu'il y a des compagnies qui maintenant ont besoin de moins d'espace. Puis là, ça fait qu'il y a plein de centres, de grosses tours dans plein de centres-villes qui Le taux de sont à moitié vacances il est vides, élevé. Oui, le taux très de élevés. vacances. Oui. Exactement. Mais pas juste ça. C'est qu'aussi, c'est que les prêts commerciaux, en tout cas, surtout aux États-Unis, parce que c'est là qu'il y a un gros parti du parc immobilier commercial, les taux sont dû être renouvelés prochainement. Qui a financé ça? Souvent des banques régionales. Des banques régionales, comme on a entendu dernièrement, qui ont eu des problèmes financiers aux États-Unis. Et les taux dans le commercial sont beaucoup plus chers que nous, aux particuliers. Donc, tout ça, c'est comme une belle bombe à retardement dans le secteur du immobilier commercial. Et si donc vous avez la possibilité de vous exposer à shorter ce secteur-là ou à vendre à découvert des titres ou des fonds, des fonds immobiliers qui sont liés dans ce domaine-là, vous allez potentiellement avoir un retour sur investissement intéressant. Ça, c'est une des choses que je regarde. L'autre chose que je regarde aussi, c'est toutes les compagnies qui offrent des choses que tout le monde a besoin. Fait que peu importe qu'il arrive une récession ou pas, les gens vont faire leur épicerie. Les gens, ils vont s'acheter peut-être moins de linge, mais les choses essentielles, ils vont y aller quand même, comme le téléphone cellulaire, l'Internet. Je ne connais pas grand monde, moi, qui vont se rendre, quand tu es rendu à couper ton téléphone cellulaire 60$ par mois, ça va vraiment mal. C'est probablement la dernière affaire que le monde va couper. Ils vont couper l'essence, les voyages, toutes ces choses-là. Fait que si l'économie s'en va en récession, tu ne veux pas des compagnies qui ont des hôtels, qui ont des compagnies aériennes, c'est peut-être pas nécessairement la place à être, mais les compagnies comme Metro, Rogers Communications, TELUS, Shaw, les compagnies équivalentes aux États-Unis, c'est des compagnies qui ont des business models très intéressants. Et pas juste pour ça. Regardez le plan du gouvernement, ce qu'il nous dit tout le temps, c'est qu'il veut plus d'immigrants. Hein, on est d'accord? Il y a des immigrants qui rentrent, il en veut plus, donc il va sûrement en rentrer plus. Les immigrants, quand ils arrivent au Canada, c'est quoi la première affaire qu'ils vont faire? Bien, ils vont se connecter au réseau de communication. Ils vont prendre un téléphone cellulaire, ils vont se prendre l'Internet au minimum pour pouvoir rejoindre leur employeur, leurs amis, etc. Puis peu importe comment l'économie va aller, ces compagnies-là, donc, vont avoir un plus gros bassin de clients, vont faire plus d'argent. Puis un réseau de communication, là, ça ne coûte pas plus cher avoir 1000 clients que 1 million de clients. À moins que la capacité de ton réseau ait besoin d'être améliorée. Mais mettons que tu as une capacité d'1 million. Si tu as 100 000 ou 1 million, ça coûte le même prix. Là. Fait que ça, c'est quelque chose qui est un business model intéressant. Donc, ce secteur-là, communication, je pense que c'est un secteur prometteur, considérant que la population va augmenter par l'immigration. Que ce soit ici ou ailleurs, le concept est le même. Ça en est un qu'on peut surveiller. À l'inverse, les banques aussi canadiennes, mais ça, c'est déjà commencé, ça fait 2 ans que je le dis. Si vous regardez la plupart des actions des banques canadiennes, ça ne va pas super bien parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'ils font eux autres? Ils prêtent de l'argent. C'est ça leur business model. Mais quand tu prêtes de l'argent à des taux élevés, qu'est-ce qui arrive? Les gens se qualifient moins.
Et si les gens se qualifient moins, tu en prêtes moins. Fait que c'est sûr que ça a un effet un peu pervers, sans considérer en plus le taux de défaillance, c'est-à-dire des gens qui ne paieront plus, soit leur carte de crédit, soit leurs hypothèques. Les hypothèques, ce n'est pas encore trop alarmant, mais on voit dans les cartes de crédit, les taux de défaut commencent à augmenter. Pas encore à un niveau qui est alarmant, mais ça augmente. Et plus que l'épargne que les gens ont mis de côté durant 3 ans parce qu'il n'y avait rien à dépenser, ils ont mis de l'argent de côté, là, ils dépensent puis ils s'amusent comme si de rien n'était. Quand ils n'auront plus d'argent pour dépenser, ils n'auront peut-être plus d'argent non plus pour payer les dettes. Et ça, s'il n'y a pas une récession qui fait qu'ils perdent leur emploi, là, ça pourrait emmener une boule de neige un petit peu plus grave pour l'économie. C'est pas mal ce que je te dirais. Si je ne me trompe pas, le deuxième trimestre a été négatif au niveau de la croissance du produit intérieur brut. Ouais. Et je pense que le mois de juillet aussi, là, si on n'est pas en récession, on n'est pas loin, là. Exact, exact. Puis il faut rappeler aux gens aussi qui nous écoutent que des fois, ces chiffres-là, comme tu viens de le mentionner, sont toujours un peu en retard. Fait que des fois, c'est arrivé dans l'histoire que aux États-Unis, exemple, la Fed, parce que je regarde plus ça que le Canada, a dit c'est beau, on est en récession selon nos données, c'est déjà fini. Wow. Ils Ben oui, nous ont dit quand c'était fini, parce que c'était des données de 3 mois. Tu sais. Fait qu'il ne faut pas c'est tout le ça. temps non plus se fier à ça. Des fois, quand ils vont vous dire vous êtes en récession, peut-être qu'on est déjà en train d'en sortir. Là, je vais te poser une question Oui. plus délicate. Là. Mhm. Écoute, ça commence à sentir la pandémie, là, organisée ou Mhm. non, là, dépendamment si euh, qu'on soit obéissant, complotiste ou appelez ça comme vous voulez. Là. Mais ça commence à sentir les mesures sanitaires. Mhm. Est-ce qu'ils vont venir avec les masques et tout ça? Ce ne sera pas bien bon, ça, pour l'économie, les restos. Il y a beaucoup de gens là, qui ne veulent plus rien savoir. Oui. Et ça risque d'avoir un impact sur certains secteurs. C'est sûr que Oui. l'épicerie, ben, peut-être les gens vont commander, mais tu sais, les hôtels, les bars, comme tu dis, les avions, tout ça, ça risque de pas être très bon. La pandémie, on le sait, a changé la donne au point de vue économique. Et là, si on Absolument. retombe dans ces folies-là, d'après toi, quel en sera l'impact et où? Ben, c'est sûr que, comme certains l'ont probablement dit, j'ai bien hâte de voir l'acceptation populaire des nouvelles mesures dans une période aussi courte. Les gens n'ont pas encore tout oublié. En tout cas, j'espère. Mais au niveau économique, ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Il y a des choses de base qui ne vont pas changer, peu importe dans quel système on vit. Par contre, il y en a d'autres, c'est va être encore les mêmes industries qui se sont faites ramasser dans les 3 dernières années. Tout ce qui est hôtellerie, comme tu as mentionné, restauration, hôtellerie, qui compose quand même presque 3 ou 4 là, des gens qui ont des emplois sont dans le domaine de l'hôtellerie. Donc, c'est sûr que ces gens-là, ils ont souvent des situations plus précaires. Ce pas des gens, par contre, qui ont des maisons. C'est souvent pas des propriétaires, c'est des locataires, selon les statistiques. Donc, c'est sûr que ça ne fera pas si mal que ça à l'immobilier ou au reste de l'économie parce que c'est des gens souvent qui vivent d'une paye à l'autre. Ils n'ont pas des gros salaires et ils n'ont pas non plus des gros montants de côté. C'est sûr qu'ils vont souffrir, mais pour ceux qui veulent regarder plus l'aspect investissement, regardez les secteurs que j'ai mentionnés précédemment. C'est des secteurs, à mon avis, qui vont être à l'épreuve d'une récession ou du moins qui vont se faire beaucoup moins touchés que d'autres secteurs comme l'hôtellerie, l'aviation, etc. Ces problèmes de main-d'œuvre qu'il y a eu à cause de la pandémie, là, Mhm. j'ai rarement entendu un discours qui a fait mon affaire, là, qui expliquait dans l'intégralité comment ça, soudainement, on est passé avec un si grave problème de main-d'œuvre. Moi, je me disais, bon, OK, bon, c'est sûr, il faut faire attention à ce qu'on dit, là, dépendamment de la plateforme où on est diffusé là, au moment où vous écoutez. Mais bon, on sait qu'il y a des gens qui ont pris une retraite anticipée, qui ne voulaient rien savoir du masque, d'autres ne voulaient pas se faire vacciner, il y en a qui ont sacré le camp. On peut le dire, je pense qu'il y en a qui sont morts plus vite que prévu. Bref, il y a eu un mélange d'un peu de tout. Et puis, peut-être autre chose que je ne sais pas. Y a-t-il plus de gens qui paranoïent à la maison? Y a-t-il plus de gens malades, isolés dans leur appart qu'on pense? Ben, je peux te donner une statistique par là-dessus. C'est quoi au point de vue de la réduction, au point de vue Ouais, de l'offre de main-d'œuvre, là, qui ouais, est quand même générateur de ouais. hausse de prix généralisée? Mhm. Est-ce que tu vois autre chose que ce que j'ai dit ou Ben oui, effectivement, il y a un peu de tout ce que tu as dit. Les statistiques, qu'est-ce qu'ils nous disent, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une récession ou qu'il y a une chute dans les marchés, on l'a vu aux États-Unis depuis à peu près 100 ans, c'est tout le temps la même chose. Mais je te dirais que oui, il y a un peu de tout ce que tu as dit. Il y a aussi le fait que durant les 3 dernières années, il y a eu beaucoup de volatilité dans les marchés boursiers, particulièrement l'année passée.
Et les gens, quand ils voient leur portefeuille comme ça de retraite fondre au soleil et qui font des mauvaises décisions, par exemple, ben là, je vends tout, j'ai eu peur, je panique. J'ai l'exemple 2008, des gens qui ont vendu au creux de la crise de 2008. Mais ces gens-là ne sont pas retournés travailler. Ils se sont dit, hey, tu sais quoi, fuck off, je n'irai pas travailler pendant, comme j'ai fait pendant 30 ans, mettre de l'argent de côté, puis finalement, je n'ai plus rien, ou ça a fondu de 50 je vais juste me retirer, je vais arrêter de travailler, payer des impôts, je vais vivre sur ce qui me reste. Puis à chaque fois, les statistiques nous montrent qu'il y a un pourcentage de la population qui ne retourne pas au travail pour toutes sortes de raisons. Et si on est dans un contexte où justement il y a un problème de démographie, si on le sait en Amérique du Nord, là, particulièrement au Québec, donc on a moins d'enfants. Si on a moins d'enfants, il y a moins de monde après ça pour soutenir tous ceux qui sont là. Puis si en plus, il y a du monde un peu plus vieux qui décide de quitter plus tôt à cause de ce qu'on vient de dire, bien là, ça fait encore plus de pression sur ceux qui restent. Donc, il y a un peu de tout ce que tu viens de dire, plus le fait que les mauvaises nouvelles, des mauvaises conditions financières souvent amènent des gens à quitter le marché de l'emploi de façon prématurée. J'aimerais ça t'entendre parler des ménages comme tels, là. Est-ce que, je pense que tu t'es penché là-dessus récemment, Oui, est-ce que c'est vrai. les gens sont, malgré les hausses de taux, puis etc., Mhm. est-ce que les gens, les ménages canadiens sont en bonne santé financière, très bonne ou c'est catastrophique? On est où là en ce moment? Au moment où OK, on se parle, c'est une là, bonne question. à l'automne 2000, au début de fin d'été 2023. Comme certains le savent, là, moi, je dirige un groupe d'investisseurs entrepreneurs depuis une quinzaine d'années, ça s'appelle le Prosperity Club. On a une plateforme, puis j'ai justement partagé ce que je vais vous partager à l'écran à l'instant, il y a quelques jours à peine, un graphique qui parlait justement de l'épargne et des emprunts des ménages. C'est principalement une statistique des États-Unis, donc ça vient de l'Institut JP Morgan Asset Management. Mais qu'est-ce qu'on peut voir sur ce graphique-là? C'est que l'épargne depuis les années 60, qui était normalement entre 10 et 13 ça veut dire que les gens, s'ils gagnent 100 000 ben, ils se mettent entre 10 et 13 000 de côté par année. Ça a commencé à descendre à partir de peu près le milieu des années 75 jusque dans les années 2000. Donc, ça a recommencé par la suite parce qu'on a eu une vague de prospérité, bien sûr, on l'a vu. Ça a diminué temporairement en 2008, mais vraiment pas longtemps. Puis bien sûr, durant les 3 dernières années, le monde n'avait rien à faire avec leur argent, fait qu'ils s'en sont mis beaucoup de côté. Et là, la C'est ligne le bleue taux qu'on... d'épargne. Le consumer saving and borrowing. Et où le borrowing? C'est les Ah, emprunts, ça ça? va être ici, ça va être Ah, c'est l'autre graphique, OK. c'est Ouais. l'autre graphique. Ici, c'est vraiment le pourcentage des revenus personnels annuels que les gens mettent de côté. Ça peut être dans un compte de banque, dans des placements ou peu importe. Mais on voit que la moyenne, là, elle est à 8,9 depuis à peu près 50 ans. Sauf que 2023, à date, depuis le début de l'année, on est à 4,3 puis ça, c'est en date de juin. Ouais, je me souviens Très plus si bas, c'est là, c'est juin. le plus bas en 30 ans. Ouais, il y a peut-être juste 2005-2006, là, il y a C'est peut-être 3 ans. une petite coche en dessous. OK. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment, vraiment pas élevé. Et qu'est-ce qu'on peut voir aussi sur le graphique de droite? C'est que l'excédent d'épargne, ça veut dire l'argent qu'on a de côté, là, au cas qu'il arrive de quoi, là, ben, il descend. Fait que là, on a vu ici, là, en 2020, 2021, 2022, il y a eu des pics parce que les gens, effectivement, il n'y avait rien à faire avec leur argent, fait qu'ils s'en sont mis plein de côté. Et on a vu que le pic, là, c'était autour de 2,1 trilliards de dollars américains que les gens avaient dans leur possession pour dépenser. Là, on a vu que depuis que l'économie a réouvert, tout ça a baissé radicalement parce que les gens ont commencé à voyager, ils sont sortis au restaurant, sont sortis aller voir des spectacles, etc. Donc, cet argent-là qui motive l'économie à rester justement dans une inflation assez élevée malgré l'augmentation des taux d'intérêt, fait en sorte que les gens les dépensent, ils en ont de moins en moins. On voit que ça, c'était presque à 5-6 c'est rendu un peu en bas de 1. Donc, on s'en va vers la pente de on n'a plus d'argent. On est revenu au niveau pré-pandémique ici, là, où est-ce que l'épargne des ménages était autour de 1 On est redescendu en bas de ce niveau-là. Ça veut dire que bientôt, les gens n'auront plus vraiment d'excédent de liquidité et ne pourront plus consommer comme ils le Faut faisaient. qu'ils payent Et leur ça, c'est dette, sûr que là. Faut qu'ils payent leur hypothèque qui monte. en plus, parce que là, on voit dans le graphique en bas ici, on marque le pourcentage de l'argent qui est disponible, qui est consacré à payer des dettes. On voit que durant justement la pandémie, il y a eu des gens qui se sont mis de l'argent de côté et qui ont dit, bon, tant qu'à mettre l'argent dans mon compte de banque, je vais en profiter de payer mes cartes de crédit, peut-être mon hypothèque. Le niveau de dette a descendu ici. Mais là, il a augmenté à 6,3 depuis ce temps-là, depuis qu'on est rouvert. Donc, 6,3 de tous les revenus qui s'en vont pour payer vos intérêts de carte de crédit, ça commence à faire beaucoup, puis on voit que ça augmente. Donc, vers où ça va aller?
c'est encore à voir. Mais une chose qui est certaine, comme on disait tantôt, c'est que les gens au Canada sont beaucoup plus à risque parce que les renouvellements hypothécaires sont souvent sur 5 ans qu'aux États-Unis où ils ont des hypothèques sur 30 ans. Là, je ne parle pas d'une période d'amortissement de 30 ans, une hypothèque taux fixe 30 ans, ce qui représente la majorité des taux hypothécaires aux États-Unis qui sont Il n'y a pas de contractés terme. pour... Le couple ne s'en va pas à la banque dire on prend un terme de 3 ans là, cette année. Ça ne marche pas de même aux États, là, c'est ça? Non, non, ça Tu va signes vraiment pour, sur... c'est pour la durée de l'hypothèque, c'est ça? Il y a des gens on peut prendre différents types aux États-Unis d'hypothèques, mais ce qui est vendu majoritairement, c'est des termes 30 ans et particulièrement dans les dernières années. 80% des hypothèques ou presque dans les dernières années aux États-Unis se sont mis sur des taux fixes 30 ans. Pourquoi? Parce que si tu as la possibilité de fixer un taux sur 30 ans alors que le taux est à 2%, ça serait fou de ne pas le faire. On sait que c'est historiquement bas et qu'on ne risque pas de revoir ça avant un petit bout. Donc, à ce moment-là, ces gens-là, les taux d'intérêt en ce moment, ils s'en foutent un peu. Sauf si tu as besoin de déménager, puis là, il faut que tu vendes ta maison, tu en rajoutes un autre, tu renégocier un nouveau taux, là, ça fait mal. Mais c'est pour ça qu'aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup d'inventaire parce que les gens ne veulent pas bouger de chez eux. Au Canada, c'est différent. Il y a des gens qui ne veulent pas bouger parce que leur taux 5 ans est encore très bas. Mais mettons, dans 2 ans, la majorité des gens qui ont acheté durant le pic dans les 3 dernières années vont avoir à renouveler. Ils ont acheté trop cher à un taux trop bas et ils vont avoir à renouveler à un taux qui est 2-3 fois plus élevé. Et ça va faire mal. Et comme justement a dit dans une conférence de presse Pierre Poilievre, c'est ça le gros danger, en fait, au Canada. C'est tous ceux qui ont acheté des maisons trop chères à des taux trop bas alors qu'ils n'auraient peut-être pas dû. Eux, quand ils vont venir pour renouveler, ça va faire mal. Parce qu'on va se le dire, s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont une hypothèque encore de 100 000 sur leur maison de 500 000, c'est pas la fin du monde. Même si tu passes de 2 à 6 sur 100 000, c'est pas ça qui va te mettre dans la rue. Ça va faire une différence de peut-être 150-200$ par mois. C'est pas ça qui te fait une grosse différence dans ton budget. C'est ceux qui viennent d'acheter une maison, qui sont encore avec 80-90% d'hypothèque, qui vont renouveler ça à 2-3 fois le prix. Là, tu passes de 1000 à 2800, ça Et fait puis, mal. ça valait 500 000, ça va peut-être valoir 400, 425 aussi. Là, tu sais. Exact. Exactement, c'est possible. D'ailleurs, si on regarde des statistiques sur l'immobilier canadien qui est public, c'est Terranet, il y en a d'autres sources aussi qui peuvent le montrer. Année sur année, on a une baisse dans presque toutes les régions, sauf à l'exception d'une poignée qui rentre sur les doigts d'une main. Je pense qu'il y a Trois-Rivières qui est à 0, donc qui n'a pas bougé, pas baissé, pas monté. Quelques places en Alberta. Sinon, la majorité des grands centres ont perdu à peu près entre 1 et 5% de la valeur du parc immobilier. Et ça, c'est sans compter les plex locatifs, parce que là, on parle juste des résidences personnelles. Si vous avez un immeuble locatif, puis que vous avez des revenus qui rentrent, surtout au Québec, qui sont pas mal fixes, on ne peut pas bien bouger ça, à part 2-3% par année. Fait que si ton locataire te donne 1000$ par mois, tu le sais que c'est 12 000 par année. Ton paiement, par contre, s'il est rendu au double, ton ratio revenu-paiement, il n'est pas intéressant. Fait que la personne qui va t'acheter ton bloc, il va te faire une offre de merde, c'est sûr. Parce qu'il se dit que je ne vais pas payer ça 60 fois les revenus, je vais te payer ça peut-être à 25. Donc, mon offre va baisser la valeur marchande de ton immeuble. Fait que ça, il y a des gens, encore une fois, qui ont mal Il y a avec quelque ça. chose qui ne marche plus, là, parce que Mm. il y a quelque chose, il y a un clash. Parce que le couple qui payait 1300, puis il arrive au renouvellement, puis il se fait dire, mais maintenant c'est 2003, il y en a qui vont abandonner. Mm. Et là, soudainement, ben, dans le locatif, ben, le propriétaire il a le même problème, lui, avec les taux d'intérêt qui ont monté. C'est que lui, il pousse monter Mhm. son loyer. Euh, donc, l'investissement immobilier, même dans le locatif, ça devient un peu douteux là, que ça va être profitable dans les prochaines années. Parce que moi, ce que je vois, en tout cas, dans le résidentiel, c'est vraiment une descente très sérieuse. Je me suis attardé là-dessus, là. Quand ça va s'accumuler, les maisons à vendre, puis à un moment donné, ils vont dire que non, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Puis comme c'était pas assez, le mois d'avril va en avoir plus. Puis à chaque jour plus, puis toujours plus, ça pourrait tomber de 20 à 25 selon moi, là, facile, à moins que je rêve en couleur. Là. Ben, écoute, moi, mon opinion là-dessus ressemble un peu à la tienne, mais ça fait des années qu'on dit ça, puis ça ne se produit pas. Par contre, là, on voit qu'il a commencé à avoir un recul quand même année sur année du parc immobilier canadien en général. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a des exceptions. Il y en a qui vont peut-être nous écrire et dire hey, moi, j'habite à Shawinigan Nord, puis là-dessus, ça a pris de la valeur. Bon, il y a des exceptions, c'est certain. Par contre, en général, je pense que le coût du marché immobilier canadien est parmi les plus élevés au monde. Donc, si tu achètes de l'immobilier là, un peu partout dans le monde, tu vas payer extrêmement plus cher au Canada que bien d'autres places ailleurs dans le monde. Et si tu regardes ce que tu peux avoir en retour d'un immeuble locatif, parce que les loyers au Québec, on le sait, on a la régie du logement, etc., tu es très limité dans ce que tu peux refiler comme facture
aux locataires sans faire d'optimisation et d'affaires de même. Mais si tu t'en vas ailleurs qu'au Québec, tu n'es plus dans le code civil, tu es dans le common law. Là, tu peux augmenter comme tu veux tes loyers. Le problème, je pense, avec l'immobilier, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, surtout les gens qui sont dans l'immobilier, fait que les courtiers immobiliers, les courtiers hypothécaires, je les salue, je les aime bien, mais des fois, ils ne veulent pas, hein, ils veulent faire une vente, puis ils vont vous dire, inquiétez-vous pas, tout va bien aller, les immigrants s'en viennent, puis les immigrants, ils vont compenser, on a besoin de plus de place, on n'a pas assez de place pour tout le monde. Ça, c'est vrai, mais c'est vrai pas tout pour pas tous les types d'immobilier. Donc, si par exemple, toi, tu as une maison à Westmount, ce n'est pas le réfugié de l'Ukraine qui va venir t'acheter ta maison à 5 millions. Là. Fait qu'on s'entend que oui, il va avoir besoin de plus de place, mais plus de place abordables. Des places pas chères pour le monde qui en arrache un peu, qui vont être une grosse partie de la population d'ici une couple d'années. Mais pour le monde qui ont des maisons à 800 900 000, 1 million, qui ont payé ça 200 000 il y a 20 ans, cette maison-là va commencer à être dure à vendre. Puis même s'il manque de place, c'est pas parce qu'il manque de place que tout le monde va avoir le moyen d'acheter celle qui reste. C'est ça le problème, c'est que le monde a des grosses maisons qui sont aujourd'hui très difficilement finançables et les gens ont de moins en moins d'argent de côté pour faire la mise de fonds pour ça, même si le gouvernement a créé le CELIAP et le RAP, le monde n'a jamais l'argent pour maximiser tout ça, c'est très rare. Donc, les gens sont de plus en plus coincés, puis c'est pas pour rien qu'il y a le discours un petit peu plus centre-droit en ce moment, dit que la nouvelle génération va avoir beaucoup de difficultés à devenir propriétaire. Je suis totalement d'accord avec ça. C'est ce qu'on voit sur le marché. C'est ce qu'on voit en ce moment. Des gens, une nouvelle génération qui pousse, qui va avoir énormément de difficultés à devenir propriétaire et encore moins acheter des immeubles à revenus. Non, mais ça ne marche pas. Le petit couple de 24 ans, là, que les deux gagnent, je ne sais pas moi, c'est quoi un salaire de débutant, deux jeunes semi-professionnels, Ça va 50 prendre 000 chaque, mettons, 25 à là. 50 000 chacun. Là, ouais. Ils ne peuvent pas se payer une maison de 450 000 à 7 d'intérêt un an, 6 Non, 4 ans, là, il faut voir plus ça va petit. être touché. Je pense que les mini-maisons, les trucs alternatifs, ça commence déjà à prendre la popularité. Le problème, c'est que des villes comme Montréal, c'est sûr qu'ils n'ont pas envie de mettre 4 petites maisons mobiles sur un stationnement qui pourrait faire un immeuble de 500 unités dans un tour à condo où tout le monde paye 8 000 9 000 de frais de municipal par année. Fait qu'il y a aussi les municipalités qui essayent d'aller chercher plus d'argent. Mais si on sort un peu des grands centres, ça commence à avoir des initiatives comme ça, un peu plus en région. Les municipalités sont ouvertes à d'autres styles d'habitation qui sont, à mon avis, la meilleure option à envisager. Pourquoi aller s'endetter jusqu'au cou pendant 30 ans pour payer une maison qui ne va peut-être même pas prendre de valeur dans les 30 prochaines années parce que ça ne peut pas monter de même à l'infini, ça c'est certain. Donc, si tu ajoutes quelque chose, que ce soit une maison mobile, une mini-maison à 100, 150 000, tu la payes cash ou presque, ou tu la payes en 5-6 ans, c'est fini, tu vas partir du bien meilleur pied. Après ça, tu vas pouvoir upgrader, mettre de l'argent de côté, des choses comme ça. Le problème, c'est que les gens veulent regarder, ils regardent leurs parents, puis ils veulent avoir la même affaire. Ils veulent la grosse maison, le terrain, la piscine, 2 chars dans le cours, mais tu sais, à un moment donné, c'est plus la réalité de 2023. Là. Pas en commençant. Non, c'est ça. Écoute, je vais te parler peut-être finances publiques sans tomber dans le détail, là, Oui. parce que tu parlais d'endettement, parce que le pays, là, je ne vais pas regarder en détail le déficit canadien, là, mais les taux d'intérêt montent. En fait, c'est les marchés qui décident. Le gouvernement emprunte, puis le marché décide s'il achète les titres canadiens. Donc, Ouais. bref, à la fin On de parle des l'histoire, obligations gouvernementales à ce moment-ci. ouais, à la fin de l'histoire, les taux montent. OK? Ouais. Et puis, le déficit commence à être sérieux au Canada. Là. C'est parce que Ouais. là, c'est très, très sérieux. La dette totale grandit. Là, ça va être pire que dans le temps des conservateurs à la fin des années 80. Là, je me rappelle, les autres avaient fait exploser le déficit. Écoute, on finit par payer des impôts là-dessus. Comment tu vois ça? Est-ce Effectivement. que tu trouves que les finances publiques sont bien gérées? Ben non, ça c'est clair qu'on va s'entendre là-dessus qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire, surtout avec le gouvernement en place. Mais par contre, au niveau gouvernemental et au niveau personnel, il faut pas confondre la façon que la dette est traitée. Tu sais, des fois, par exemple, on va dire à quelqu'un, tu as 2 millions de dettes, tu gagnes 25 000 par année. Quand tu vas décéder, tu n'auras pas fini de payer, puis ça va être ta génération d'en dessous qui va hériter de ça. Là. Puis il y a des certains types de dettes que vous ne pouvez pas dire ah, moi, je renonce à la succession. Non, non. Exemple, ton père, il doit de l'argent à l'impôt. Même si tu renonces à la succession, il va falloir que tu payes l'impôt à un moment donné.
Ça marche de même. Il y a des choses comme ça que tu ne peux pas t'en sortir. Mais les gouvernements, c'est techniquement infini. Là. Eux autres, il n'y a pas une date de péremption, il n'y a pas une date de je vais décéder à un moment donné. Puis... Fait qu'eux autres, ils se doivent de l'argent à eux-mêmes. C'est eux qui impriment, puis ils se doivent de l'argent à eux-mêmes. C'est là la différence, c'est quand tu habites dans un pays où est-ce qu'ils ont leur propre devise, le Canada, les États-Unis, c'est déjà beaucoup moins pire que, par exemple, un pays comme, je ne sais pas moi, un pays d'Asie que, oui, ils ont une devise locale. Exemple, on va dire la Thaïlande, ils ont des bahts, ça s'appelle des bahts, leur monnaie, mais leur dette est principalement en dollars américains. Mais là, eux autres, il faut qu'ils convertissent leur monnaie locale en dollars américains. Et là, ça fait mal parce que ce n'est pas eux autres qui impriment le dollar américain. Fait qu'ils sont très dépendants. Mais quand tu as une dette qui est locale, dans une monnaie locale, beaucoup moins grave que des monnaies comme en Europe, ils ont des gros problèmes avec ça parce qu'ils ont fait une monnaie pour tout le monde, mais toutes les économies sont différentes. Fait que là, il y en a qui payent plus pour les autres, puis ça fait le même chiolage que ce qu'on voit au Canada avec le Québec avec la péréquation. Sauf qu'on ne va pas aller là-dedans. Mais tu disais eux-mêmes, il y a des prêteurs, il y a des institutions qui prêtent de l'argent au gouvernement. Là. Ça veut dire, oui. Ça reste un coût astronomique. Le coût de la dette, là, qui est passé de, je ne sais pas, je vais dire ça vite, là, de 2 à 6 %. Là. Oui. J'en ça dans les airs. Là. Écoute, sur un déficit qui dépasse 1000 milliards. Oui. Mais pour revenir à ce que tu disais, dans le fond, par rapport à cette question-là, c'est que les taux d'intérêt, là, il faut comprendre que c'est une mécanique complexe. L'économie, ce n'est pas tout le monde qui apprend ça à l'école, on s'entend. Là. Quand les taux d'intérêt, l'inflation augmente, là, ça fait l'affaire du gouvernement. Ça vous fait mal à vous. Mais si l'inflation augmente, ça veut dire que ton dollar, il vaut moins cher. Ça vaut autant pour ton dollar que tu investis que le dollar que tu dois. Donc, si par exemple, tu as une grosse dette comme les gouvernements et qu'eux autres, ils créent de l'inflation ou il y a un système économique qui joue sur l'inflation dans le temps, fait que ça a tendance à avoir de l'inflation exponentielle avec le temps, c'est ce qui fait que tout coûte plus cher depuis 50 ans, bien, leur dette coûte de moins en moins cher. Donc, ils n'ont pas intérêt à vous ramener l'inflation à 0 ou de l'inflation négative ou même 2 Ça fait leur affaire, en fait, que le taux d'intérêt, pas le taux d'intérêt, mais le taux d'inflation reste quand même élevé parce que ça fait que leur dette coûte moins cher. Fait qu'une façon de rembourser la dette, il y a deux façons. C'est soit que tu prends ton argent et tu payes la dette, ou soit que l'inflation est très haute, puis là, ben, tu dois moins de dette. Donc, c'est compliqué. Je sais que les gens ne vont peut-être pas nécessairement saisir, mais ce que vous devez comprendre, en gros, c'est que l'inflation est bénéfique pour la dette d'un pays. Fait que si jamais l'inflation reste élevée, les pays se doivent moins en moins d'argent. Puis même si tu dis, oui, il y a des prêteurs qui prêtent au gouvernement, bien, c'est ça une obligation. Moi, je peux prêter de l'argent au gouvernement dans une obligation gouvernementale qui va me rembourser dans 2, 5 ans, peu importe. Sauf que l'argent qu'ils vont me donner, c'est des dollars canadiens. Donc, c'est qui imprime les dollars canadiens? C'est eux. Donc, ce n'est pas le même principe que si moi, je prête au gouvernement, puis qu'il faut qu'il me rembourse dans une devise qu'il ne contrôle pas, ça veut dire qu'il faut qu'il rachète une autre devise à un moment qui ne va peut-être pas lui convenir. Et là, ça peut peut-être être négatif, ça. Mais ce n'est pas le cas. Donc, les dettes américaines et canadiennes, contrairement à beaucoup d'autres pays, ne pensez pas que c'est la fin du monde. C'est très différent de votre dette à vous. Ça n'a pas la même durée et ça n'a pas les mêmes conséquences. Selon l'inflation, vous, en ce moment, ça vous coûte cher. Tout coûte plus cher. Votre dette a augmenté. Le pays, sa dette a diminué avec l'inflation. Elle n'a pas augmenté. Fait que oui, il doit plus d'argent, mais si tu calcules en coût dollar pour dollar versus l'inflation dans le temps, c'est moins gros. Fait qu'en tout cas, on pourrait en parler longtemps. Mais l'impact, parce que je veux t'entendre parler en conclusion, le taux de change. Le dollar canadien, depuis un an, ça a oscillé pas mal entre 72 et 77 cents. Là, il est retourné toucher là, autour de 73 dernièrement. Là, Bon, j'imagine là, que les taux d'intérêt, c'est marché, ça rentre en ligne de compte aussi. Ça dépend aussi si ton dollar est en demande. Toi, est-ce que tu aimes ça un dollar qui n'est pas fort au point de vue économique? Moi, j'aime ça parce que ça amène des capitaux, ça c'est sûr. Mais par contre, il y a des pour et des contre. Fait que si le Canada, par exemple, c'est une bonne nouvelle si notre dollar s'affaiblit. Pourquoi? Parce qu'on est un net exportateur. Ça veut dire qu'on vend plus de choses qu'on en achète. Fait que si on vend des choses, puis le monde vient en acheter, ça coûte moins cher pour eux, c'est bon pour nous. Fait que ça, c'est une bonne chose. Mais si vous pensez un peu plus investissement, comment vous pouvez profiter de ça? C'est très simple, écoutez ça. Si le dollar canadien perd de la valeur parce que justement les taux d'intérêt ou l'économie va moins bien, l'argent va toujours là où il est le mieux traité. En passant, en ce moment, si vous êtes du genre à aimer les CPG, vous allez payer à peu près 2 de plus si vous allez ouvrir un CPG aux États-Unis. Pourquoi? Bien, parce que les taux sont plus élevés. Donc, vous pouvez prendre un dollar canadien puis l'envoyer aux États-Unis, même si avec le taux de change, vous allez vous faire payer plus. Donc, si on s'en va dans la direction d'un dollar canadien faible,
ça veut dire que le dollar américain devrait être plus haut parce qu'il y a des capitaux qui vont partir d'ici pour aller là-bas pour avoir justement un taux d'intérêt sur l'investissement plus élevé que ce qu'on a ici si le taux d'inflation diminue. Donc, il y a des trades à faire comme ça, sans nécessairement aller vous-même vous ouvrir un compte aux États-Unis. Vous pouvez en profiter indirectement en parlant avec votre conseiller. Il y a différentes façons de le faire. Mais ça, c'est quelque chose que je suis assez confiant de dire que le dollar canadien devrait baisser et que ça va être positif pour l'appréciation du dollar américain qui, en passant en ce moment, n'est pas très cher. Il devrait être plus haut que ce qui est en ce moment. Donc, les gens qui disent, je devrais acheter le dollar canadien en ce moment, le dollar américain en ce moment, ben moi, je pense que oui, ça pourrait être une bonne option. Si vous en avez besoin, si vous voulez investir en dollars américains, c'est quand même un bon temps. Vous auriez pu le faire il y a 2 mois à 1,31 $, mais là, il est à 1,35 $. Il pourrait monter à 1,40 $, 1,45 $ même. Alexandre Trudeau, on est sur la fin. Mm-hmm. Donc, tu as encore de la place pour monsieur, madame, tout le monde. Quel genre de client, parce qu'on va se comprendre, là, puis tout le monde, on n'a même pas parlé, là, mais je présume, tu sais, que le client qui a 5 000 à placer, tu ne feras peut-être pas des courbettes à finir pour l'avoir, malgré tout le respect. À partir de... Ça prend un portefeuille de combien, là, pour appeler chez toi, pour appeler à Ben, ton nous, cellulaire? comme je disais, on a une équipe. Fait que peu importe votre situation, il y a des gens dans notre équipe qui vont pouvoir vous prendre selon là où vous êtes rendu, puis selon les types de conseils que vous avez. Effectivement, comme tu as dit, si vous avez juste 5 000 à placer, c'est sûr que ça ne sera peut-être pas moi personnellement, mais il y a quelqu'un au bureau qui va pouvoir vous aider. Je dirais que le type de client, la personne qui nous écoute, si vous avez envie de travailler avec un conseiller, que vous êtes ouvert à avoir des idées, que vous êtes ouvert à investir ou à faire des stratégies, pas nécessairement acheter des actions. Là. Il y a différentes façons d'investir sans acheter des marchés boursiers. Ça, c'est une chose. Et si vous avez de la liquidité en ce moment, que vous ne savez pas trop quoi faire, par exemple, vous avez une maison avec de l'équité dessus, il y a des choses qu'on peut faire pour vous. Vous avez des dettes, comme des dettes hypothécaires, puis vous aimeriez ça peut-être payer moins cher ou faire la stratégie que je parlais tantôt de fractionner les dettes. On peut vous aider. Si vous avez des enfants, puis vous n'avez peut-être pas d'assurance, vous n'avez pas de régime épargne-études, des choses comme ça, vous n'avez pas de REER, mais vous avez des revenus élevés, peut-être que vous avez des avantages comme ça, vous vouliez payer moins d'impôts. C'est toutes des choses sur lesquelles on peut vous aider à mettre des stratégies en place. Donc, gênez-vous pas. La façon qu'on fonctionne, c'est qu'on fait une rencontre Zoom, on fait une analyse de vos besoins financiers, c'est confidentiel, c'est gratuit, ça dure à peu près 1 heure, puis après ça, on vous remet des recommandations. Puis si les personnes veulent faire affaire avec nous et mettre les recommandations en place, ben, on leur montre les prochaines étapes, c'est aussi simple que ça. Donc, tout se Partir fait à avec une distance. consultation privée Zoom gratuite. C'est quoi le numéro de téléphone Exactement. pour t'appeler? On va Le donner le numéro de téléphone puis téléphone, le courriel, peut-être? oui, absolument. Courriel, vous pouvez m'écrire à Charles avec un S, A commercial, G comme gestion, F comme finance, momentum.ca. Ou vous pouvez appeler Tu peux le mettre aussi, à l'écran? Peux-tu le mettre à l'écran? oui, le site Charles, web. tu dis c'est Charles A commercial. Oui, Charles A commercial, GF Momentum. Attendez, je vais mettre mon site web. Vous allez pouvoir voir, là, vous On pouvez va aller aussi dire, on va l'épeler pour les gens à la radio. Alors, oui, alors, c'est G comme gestion, F comme finance, M comme maman, O comme Oscar, M comme maman, E comme écho, N comme novembre, T comme Thomas, U comme uniforme, M comme maman.ca. Fait que gfmomentum.ca. Ça, c'est le site web. Il y a un onglet, vous pouvez, dans Contact, contacter notre équipe. Vous pouvez laisser vos coordonnées. On va vous contacter donc, normalement dans 24 heures je ouvrables. reprends. Ça commence avec Charles avec un S, A commercial, gfmomentum.ca. .ca. Et Exact. ton numéro de téléphone au bureau, c'est quoi? Le 1-800-824-96-52. Le 1-800-824. La personne à Piton demandait à parler à Charles-Alexandre Trudeau, c'est ça? Vous allez faire le zéro, il y a quelqu'un qui va vous répondre. Vous dites que vous avez entendu parler de nous Entendu à à la Chronique radio ou sur le Adam. web. C'est OK. ça. Puis on va pouvoir prendre rendez-vous avec vous. On va vous envoyer un petit lien. Vous allez pouvoir prendre rendez-vous directement dans notre agenda. Ça va automatiquement vous envoyer un lien Zoom et on va pouvoir regarder votre situation à ce moment-là ensemble. 1-800-824-9652. Exact. Charles-Alexandre Trudeau, merci infiniment. C'était très, très, très constructif comme entrevue. J'ai Bien, beaucoup plaisir apprécié. partagé. Merci beaucoup, Dan. Salut tout le monde. Alors, on va fermer ça à l'instant même. En espérant que vous avez apprécié, partagez-moi ça en grand nombre. Daniel Pilon, chroniqueur, libre penseur. Au revoir.